Du coup, on arrive à cette conférence de clôture, donc, comment dire, où on écoutera donc la conclusion de Daniel Bizel qui nous fait l'honneur de conclure ces 2 journées d'études. Je propose que du coup, on parte sur 25-30 minutes de propos de Daniel Bizel et ensuite, du coup, pour se permettre un peu d'avoir des échanges collectifs avec la salle sur l'ethnographie en général, qu'on ait à peu près 15 minutes euh, de questions-réponses entre nous et de questions aussi qui peuvent être posées directement par rapport aux propos de juste précédents. Voilà, donc tu as 30 minutes quand tu veux. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Merci, comme tout le monde l'a dit, mais je le dis avec d'autant plus de force pour cette invitation et en particulier pour l'organisation de journées d'études de ce genre qui sont importantes pour chacun d'entre vous, bien d'entre vous et d'entre nous, parce qu'en fin de compte, ça fait partie, je dirais, de ces groupes de parole et de ces formes de compagnonnage qui nous apprennent aux uns et aux autres ce en quoi consiste le travail. Ce n'est pas d'abord dans des cours, dans des manuels que ça s'apprend, mais ça s'apprend par des situations pratiques, mais aussi par la possibilité de pouvoir en parler de façon directe avec d'autres personnes. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des personnes, vous en particulier, qui êtes jeunes, et d'autres, moi en particulier, qui sont vieux, donc qui nécessairement ont fait davantage de choses, ont été confrontés à un certain nombre de difficultés éventuelles. C'est d'autant plus, comment dire, décisif en même temps que, et j'ai une certaine forme d'admiration, pour être franc, pour ce que vous faites, que moi, c'est vers 40-45 ans que j'ai commencé à savoir faire ce que vous faites, c'est-à-dire très tardivement, et vous êtes en mesure, ayant 25-30 ans en quelque sorte, de pouvoir parler de façon relativement claire et concrète de vos terrains et des difficultés que vous rencontrez et des solutions que vous essayez de trouver. Donc, voilà. Ce que je voulais dire aussi, puisqu'il se fait que je termine ces journées, c'était bien sûr remercier tous ceux, et en particulier les personnes invisibles, qui ont contribué au fait que ça existe. Bien sûr, il y a les jeunes camarades en thèse qui ne sont pas, comment dire, au premier plan sur l'estrade présentant leur propre travail. Donc, c'est effectivement important. Et donc, merci à eux, mais merci aussi aux collègues, bien sûr, qui ont participé. Merci aussi aux petites mains, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui font qu'il y a un éclairage, qu'il y a des ordinateurs qui fonctionnent, qu'il y a du son qui fonctionne, mais ceux aussi qui font que on a été nourris, moi j'ai été logé. Voilà, c'est quelque chose sans quoi, évidemment, nos propos n'existeraient pas, en tout cas n'existeraient pas avec la facilité qui ont pu exister. Alors, si j'avais un titre à trouver, celui qui m'est venu, qui m'a semblé en tout cas le moins pourri parmi d'autres que j'ai essayé, ça pourrait être le mentir vrai des sociologues de terrain ou le mentir vrai des récits d'enquête. Alors, mentir vrai, c'est une expression que l'on doit évidemment, comme vous le savez, à Aragon, qui l'employait renvoyant plutôt aux souvenirs de son enfance et qui fait écho, qui peut faire écho à toute une lignée de textes, je dirais, chez les sociologues et anthropologues. Je pense notamment à Sophie Caratini, anthropologue de la Mauritanie, avec les non-dits, je ne sais plus le titre de l'anthropologue, je crois. C'est aussi chez les sociologues, notamment les 10 Lies of Ethnography de Edgar Allan Fine. Autrement dit, tout un ensemble de textes, mais qui sont peu nombreux, qui montrent en fin de compte comment nos discours sont pour une grande part des discours, bien sûr, qui prétendent atteindre la vérité sur le monde social, dire la vérité, être transparent sur ce qu'on fait, mais en réalité sont aussi excessivement calculés, sont des formes d'honnêteté calculées dans ce qu'on présente, et à plus forte raison quand ce qu'on présente se situe dans un cadre tel que celui-ci, c'est-à-dire dans des prestations publiques, et dans des prestations publiques qui sont pour chacun d'entre nous les moments de forme de jugement sur ce qu'on fait les uns et les autres. Mon point de départ, donc, est cette contradiction, en fin de compte, dans l'objet même de ces journées d'études ou de ces partages d'expériences, avec d'une part ce qui est mis en avant, inévitablement, c'est-à-dire une sorte de promesse d'honnêteté,
de transparence concernant l'enquête. Et donc, ça met évidemment en lien avec la fragilité de tout savoir, et en particulier de notre savoir aux uns et aux autres, sachant que c'est produit par des individus très ordinaires que nous sommes, les uns et les autres, sans qualité particulière. Ça conduit donc inévitablement aussi à faire état, à des degrés divers bien sûr, des difficultés, des incertitudes, des déstabilisations, des tracas. Et bien sûr aussi des solutions possibles, avec la tentation qui est grande, peut-être à mesure qu'on est plus jeune, de mettre en avant comment on a réussi à se sortir de toutes les merdes auxquelles on a pu faire face. Dans les années 60-70, aux États-Unis, les sociologues avaient un thème récurrent dans leurs écrits, c'était celle de tactique. Et tous y montraient des tactiques qu'ils inventaient pour savoir contrôler la situation. Là, désormais, notamment depuis la traduction du bouquin de Becker, c'est les ficelles, que d'ailleurs, notion que vous avez reprise dans le titre. L'idée derrière, c'est que, en fin de compte, on est apte à maîtriser les choses et à aboutir à un résultat. Donc ça, en quelque sorte, c'est la promesse mise en avant. On est honnête de fond en comble, du début à la fin. Or, en même temps, cette promesse-là, elle est encadrée par, pour vous, mais pour moi pareillement, pour chacun d'entre nous, par la nécessité de faire nos preuves, c'est-à-dire de raconter tout ça avec une forme de cohérence formelle, qui est la cohérence formelle attendue d'un exposé ou d'un texte. Ça ne s'aligne pas obligatoirement simplement avec le fait de raconter les difficultés, ces choses-là. Ça, c'est encadré par une exigence qui est souvent fréquente, qui est la capacité à théoriser, ou comme on dit désormais, à monter en généralité. Une collègue de mon labo, d'un âge similaire au mien, à qui j'avais offert le livre sur Martial, m'a dit « J'ai beaucoup aimé ton livre sur Martial, mais il faudrait monter en généralité. » Alors, c'est un truc récurrent, en fin de compte, que je rencontre, auquel d'ailleurs je réponds dans un texte apparaître prochainement, qui est qu'en fin de compte, non, monter en généralité ou théoriser n'est pas mon problème. Et on peut aborder le travail sociologique sous d'autres angles, c'est-à-dire avec des questions de départ et avec des énigmes que l'on va constituer en lien ou pas avec les questions que se posent les gens que l'on côtoie, de quelque milieu qu'ils soient. Et ces énigmes, c'est comment, sur la vie sociale, on va tenter de les résoudre, comme on le ferait dans un débat contradictoire, comme on le ferait dans toutes sortes d'arènes. C'est aussi encadré par, bien sûr, ce que j'ai évoqué tout de suite, le témoignage de sa propre habileté, trouver des solutions à triompher des difficultés. Et enfin, par un autre aspect qui est moins immédiatement présent, mais qui est le fait d'apparaître à travers ce qu'on raconte de ce qu'on fait, fréquentable, gentleman, gentlewoman, irréprochable. Bon, je pense notamment au bouquin de Humphreys qui, racontant dans son bouquin qu'au moment il avait observé, je ne sais plus si c'est près de 200 fellations, bon, ça a conduit au fait que c'était vraiment pas très honorable d'aller observer des mecs qui étaient en train de baiser dans des pissotières et ensuite d'en faire un bouquin, fut-il sociologique, et donc il a été lourdé pour ça. Mon travail sur le FN apparaît toujours, y compris pour des sociologues, comme quelque chose qui me rend quand même un peu soupçonnable pour avoir fréquenté des sortes d'exemplaires vivants du mal sur Terre, enfin autrement dit des fascistes. Donc ça conduit à ces textes et à ces exposés, donc qui sont présents dans les journées d'études, qui sont des représentations de soi, mais qui sont des représentations contrôlées de soi, image de soi, réputation, etc. D'où la notion de mentir vrai. Lui, en fin de compte, je joue avec ça, à cette question, que faut-il dire, écrire, et de quelle façon, et que faut-il taire dans les prestations de ce genre ou dans nos écrits? Ce que je voulais ajouter brièvement, c'est que ces récits d'enquête, c'est pas nouveau, ça remonte. Il y a une multitude de productions de ce genre-là, et notamment américaines. Il y a peut-être, je sais pas, quelques milliers de textes de ce genre-là, avec donc autour de la réflexivité qui ne démarre pas du tout dans les années 90, comme j'ai pu l'entendre, mais qui existe depuis les années 50-60 aux États-Unis, et notamment par des femmes. Et probablement parce que les femmes n'avaient pas à essayer de tenir cette espèce de réputation de savoir contrôler les situations, mais elles pouvaient dire « ouais, j'ai eu peur, oui, ça s'est pas bien passé, oui, j'ai été mené en bateau, etc. » Probablement que les mecs, c'était beaucoup plus difficile pour eux de pouvoir dire ce genre de choses. Et parmi les choses admirables et qui pour moi ont été décisives dans la façon dont j'ai pu comprendre ce que j'avais fait sur les populations nomades antérieurement, donc c'est au début des années 90, c'est après que j'ai été vers le FN,
c'est Rosalie Wax en particulier, dans un bouquin dont je ne sais plus le titre, enfin bon, Rosalie Wax. Il y a aussi Hortense Powdermaker, qui avait été une étudiante de Malinowski et qui a fait, parmi d'autres, une des grandes enquêtes sur l'état du Mississippi avec les antagonismes raciaux de classe et de genre qui pouvaient exister, donc ça dans les années 30. Et donc, qui l'une et l'autre, il y en a eu quelques autres, racontent de façon excessivement précise et minutieuse tout ce que vous avez raconté aujourd'hui, mais de façon encore plus précise, minutieuse et allant dans des choses qui, effectivement, quand on les raconte telles quelles, font apparaître ne pas du tout maîtriser les situations. Alors, brièvement, mais là je vais être très rapide donc là-dessus, notre activité, évidemment, a cette particularité d'être accaparante, idéaliste et attaquée. Accaparante, dans la mesure où elle s'attache à des aspects de l'existence qui tracassent, qui font s'affronter, qui prennent aux tripes, ou pour reprendre une expression que je trouve super belle de Henri René Marou, qui est un historien de l'Antiquité. Donc un historien de l'Antiquité peut aussi être confronté à des choses similaires, donc à plus forte raison nous-mêmes, qui dit qui empêche de dormir. Alors de façon accentuée, quand le travail est conduit à des formes impliquées d'enquête, quand on est happé par les situations envahies par le monde des autres, dérouté de ses axes de pensée et de ses automatismes, quand on est placé en plus au cœur des affrontements, à l'intersection de groupes et de milieux aux intérêts et aux perspectives antagonistes, ce qui est le propre, entre parenthèses, de nombre de personnes dans la vie ordinaire. Ce n'est pas spécifique des sociologues, sauf que les sociologues ils vont y mettre leur nez de façon volontaire, ou déjà dans leur propre vie, ou à travers leurs proches, ils s'y trouvent dans ces antagonismes-là. Et j'ajouterais quand même, parce que c'est un aspect important, et un aspect important qui est en partie zappé dans nombre des présentations que j'ai pu entendre, et qui paraît manifeste, je dirais, à travers ce qui est dit ou non dit, dans le creux, je dirais, de ce qui est dit. C'est en fin de compte à mesure de sa propre extériorité aux violences du monde social, c'est-à-dire à son propre milieu, à ses propres normes, stéréotypes et convictions par rapport aux normes, stéréotypes et convictions, je dirais, et habitudes de vie qui sont celles des milieux que l'on prétend étudier et dont on prétend rendre compte. Donc ça, c'était les dimensions accaparantes. Idéaliste, on prétend dire la vérité sur le monde social, avoir une loyauté envers les faits, les complexités du réel. Je n'insiste pas. Et encadré, je vais quand même en dire quelques mots. Bien sûr, vous en avez conscience. Il se fait que dans des journées d'études qui ont eu lieu à l'ENS, voici 2 semaines, ont été confrontés à ça. Enfin, on en parlait au travers de la notion d'humanité digitale, en anglais, digital humanity, c'est mieux, et du partage des données. Alors déjà, bien sûr, il y a les considérations et les mises sous tutelle de type budgétaire qui conduisent même par les discours qui viennent du plus haut niveau du CNRS à faire que nos travaux, nos recherches devraient être alignés sur des critères d'utilité économique et sociale, de rentabilité. Un article récent d'ailleurs de Jay Rowell dans la revue Sociologie revient concernant l'université de Strasbourg sur des choses un peu de ce genre-là, donc encadré par des considérations de type, je dirais, socio-économique, budgétaire et autres, encadré actuellement et de plus en plus importante par des aspects juridiques et administratifs qui sont transposés en vertu éthique. Alors, à travers le RGPD, à travers les DMP, donc les plans de gestion des données, l'obligation de donner ces données, à travers, c'est peu présent en France pour le moment, mais dans les pays autour, notamment en Suisse ou ailleurs, des comités d'éthique. Et enfin, ça peut aussi, et pour une partie d'entre nous, d'entre vous, c'est présent, par des impératifs de type militant, ou je dirais par des agendas identitaires qui font que le regard se trouve et de façon d'autant plus marquée dans certains groupes ou sous-groupes des milieux académiques sont orientés dans une certaine approche de la réalité. Alors, j'en viens maintenant, je dirais, à ce qui pourrait être un peu, enfin un premier cœur, il y aura un deuxième cœur des aspects plus concrets de mon propos, centré sur ce qu'on peut appeler ces récits d'enquête. Et une première, autrement dit, en gros, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'on a intérêt à cacher au risque, sinon, en fin de compte, de
ternir sa réputation et éventuellement d'être grillé ensuite dans un milieu qui est un milieu évidemment concurrentiel, d'important quant à soi, et éventuellement en partie faux cul. Mais comme le sont nombre de milieux, c'est évidemment pas spécifique à nos milieux. Alors, une tentation que j'ai complètement écartée, qui était peut-être dans l'esprit de mes jeunes camarades qui m'ont contacté, aurait pu être de mettre l'accent sur des aspects pratiques et techniques, avec l'idée de chercher en quelque sorte des paramètres, des situations d'enquête. Mais ce sont des choses, donc, comme j'avais dit, qui existent de façon intense depuis les années 50-60 à travers des manuels, des readers, des témoignages. Bref, il y a un important beaucoup de choses là-dessus. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un peu comme les relations amoureuses ou les relations sexuelles, et ça vaut ça quel que soit l'âge que l'on a, c'est que de toute façon, on refait par soi-même ce qu'est la relation d'enquête, c'est-à-dire concrètement le lien aux autres, mais comme ça l'est dans la vie ordinaire, dès qu'on doit les uns et les autres se trouver à devoir entrer dans un autre milieu, que ce soit une belle famille, que ce soit un groupe militant, que ce soit des situations de travail, que ce soit des voisins, enfin bref, c'est une banalité d'une certaine façon, sauf que nous, par ailleurs, on en fait quelque chose qui pourrait en devenir un métier. Donc, premier point, c'est une tentation que j'ai eue. Deuxième point, je vais le dire rapidement, ce n'est pas automatique de passer par des récits d'enquête. Alors, même si en ce qui me concerne, je suis un de ceux, effectivement, qui a beaucoup bercé, tombé là-dedans, pour des raisons qui, tout bêtement, ont tenu au fait que j'ai d'abord été confronté au fait de comprendre pourquoi j'avais à ce point merdé, que j'avais le sentiment d'avoir été si nul dans les enquêtes sur les populations nomades. Bien sûr, ce n'est pas venu par hasard, c'est venu en lien avec des groupes de collègues, notamment PNF, d'autres jeunes camarades, enfin des camarades plus jeunes que moi à ce moment-là, et plus jeunes que PNF aussi. Bref, c'est toute une démarche, tout un ensemble de lectures, toute une série d'affrontements qui fait que progressivement, au début des années 90, on se mêlerait bien d'autres choses aussi de mon existence, j'ai été, conduit d'abord à lire, et notamment Rosalie Wax, Maker et d'autres, et à partir de là aussi à comprendre que finalement c'est normal de merder, c'est normal de se tromper, c'est normal d'être dans des errements qui pourraient n'en pas finir, voire même c'est normal d'être conduit à tout rater, à tout foirer et à laisser tomber le terrain. Même si les ratages de terrain, il n'y a pas beaucoup de gens qui publient là-dessus, bien sûr. Il y a un ou deux exemples, mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler. Et je voulais donner un contre-exemple qui est à travers quelqu'un dont j'ai été proche, et qui est Marie Ménoret. Marie Ménoret, d'ailleurs, qui a fait une partie de ses études ici et qui s'est trouvée à 26 ans avoir l'annonce qu'elle avait un cancer du sein et donc qui, sur sa tête, a eu cette maladie avec ses répercussions, ses suites et sa mise en danger de mort en quelque sorte, et avec tous les soins très lourds qu'elle a pu avoir à différents moments et qui est morte à juste 60 ans au début de l'année 2019. Et ce qui est très troublant en fin de compte dans son travail, donc, qui est apporté essentiellement sur les cancers, sur les milieux médicaux, sur les personnes atteintes de cancer, c'est que, et donc elle a publié ce livre important, Les temps du cancer, qui a eu une seconde édition, c'est qu'à aucun moment dans ces deux bouquins, sauf une demi-phrase dans la préface de la deuxième édition, elle dit qu'elle-même a eu un cancer et donc ne parle de ce que ça impliquait pour elle. Dans son HDR qu'elle a soutenu peu de temps avant sa mort, elle y revient de 2 phrases uniquement aussi. Et régulièrement, quand on se voyait, elle m'envoyait en quelque sorte cette parole que je trouve très belle et qui dit exactement ce qu'on entend par la notion de réflexivité de Jean Giono, qui est « Je me suis efforcé de décrire le monde non pas comme il est, mais comme il est quand je m'y ajoute, ce qui évidemment ne le simplifie pas. » Moi, je lui disais, mais enfin, c'est facile. Il faut que tu causes de toi, il faut que tu racontes. Et en fin de compte, c'est quelque chose qu'elle n'a d'une certaine façon jamais fait. Or, son travail a évidemment une totale solidité et tout à fait irréprochable sous tous les critères que l'on peut, si vous voulez, prendre à l'œuvre. Donc, ce n'est pas nécessairement, c'est pas automatique pour reprendre cette formule, c'est pas absolument nécessaire, même si une partie d'entre nous risque de la complaisance. C'est un reproche qu'on peut parfois nous faire. Nous le faisons, ce qui d'ailleurs va m'amener à poser la question
à un moment mais à quel moment ça mérite réellement de le faire. Mais avant ça, brièvement quand même, qu'est-ce qu'il est souhaitable, recommandé, nécessaire de dire, discutable, dangereux? Alors, je dirais de rendre public. Tant qu'on n'a rien écrit, tant qu'on n'en a pas parlé en public, il peut se passer n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Et donc, soi-même, on peut avoir cette conduite n'importe comment, ce n'est pas un problème. Ça n'a du sens dans nos milieux et par les conséquences que ça a pour soi, sur les milieux que l'on a enquêtés, qu'au moment où on écrit ou qu'au moment où on l'expose. Et donc, ça me paraît important de bien distinguer les deux choses. Et donc, si on en parle dans des groupes d'amis de confiance entre proches collègues, évidemment, c'est supposé rester privé. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de choses peuvent se dire qui ne se disent pas dans des journées comme celle d'aujourd'hui. Et qui peut s'y dire, étant éventuellement à certains moments plus primordial parce qu'on n'a pas à prendre toutes les précautions nécessaires. Alors, c'est d'autant plus possible, rapidement dit, de dire des choses, ou pour pouvoir le dire ou ne pas le dire, ça dépend bien sûr de l'état moral et politique de la société, des médias, du milieu académique. Ça dépend bien sûr du type d'information que l'on va être amené à dire, à révéler, mais ça dépend bien évidemment aussi de la position dans la discipline à un moment donné. Le fait que ce soit des femmes à un moment donné, n'étant, j'allais dire, que femmes et ayant peu à perdre en termes de réputation, elles pouvaient le raconter. C'est aussi des individus en porte-à-faux, ce qui est un peu mon cas, ou marginaux dans le milieu. C'est aussi, et ça vaut aussi en partie pour mon cas, je dirais, des individus ayant peu à redouter du fait ou d'une position établie ou d'être hors carrière ou en fin de carrière. Mais vous qui êtes jeune, évidemment pour vous, ça craint d'autant plus, pourrait-on dire, si je mets l'accent sur cette dimension-là des choses. 2 ou 3 exemples pour être très rapide. L'enregistrement non déclaré, par exemple, c'est quelque chose qui est courant, qui est banal. Mon camarade Patrick Brunto en parle dans un de ses articles dans le bulletin de méthodologie sociologique. Il défend ça comme étant une marque de loyauté envers les personnes qu'il côtoie, parce que s'il est pendant une journée entière dans un foyer d'hébergement avec des sans-abri qui parlent, qui picolent, ça passe dans tous les sens. Il est évident qu'à la fin de la journée, en plus si ça se finit tard, que vous devez noter ou que vous faites le lendemain, c'est un peu embrouillé dans votre tête. Donc, si vous voulez être relativement précis et loyal envers ça, évidemment, envers eux, vous le faites. Moi-même, dans un article qui est paru dans la revue Cambouis, un long article où c'est pas ce qui est primordial, je reviens là-dessus en racontant aussi comment, avec la mère de Martial notamment, mais pas seulement dans ce cadre-là, donc Martial, copain que j'ai aimé, qui est mort en 2010, qui a vécu avec mon compagnon et avec moi un moment, et donc sur quoi j'ai écrit ce bouquin, Martial, La rage de l'humilier, qui est sorti voici quelques années. Et donc oui, j'ai utilisé un enregistreur et j'explique ce que j'en ai fait, comment, de ce qu'il existait, ça apparaît en termes de citation et pour quelles raisons. Évidemment, on n'est pas du tout dans un domaine où, après, il s'agit de l'utiliser. Bon, on prend toutes les précautions nécessaires. Donc voilà, maintenant, si vous vous dites ça, si vous l'écrivez dans votre thèse, à mon avis, vous vous lourdez pour le reste de votre existence. Autrement dit, vous ne le faites pas. C'est ce que je dirais en tout cas à mes camarades. Deuxième chose, la drague, la séduction, les relations sexuelles, les liens amoureux. Sabine a parlé de cette situation, mais qui est particulière à elle et qui lui complique bien la vie. Maintenant, les premiers qui en ont parlé sur le terrain, c'est essentiellement des hommes, parce que là, coucher, baiser pour un homme, ça peut se faire, ça peut se raconter. Donc John Johnson, mais lui qui fréquentait donc les travailleurs sociaux aux États-Unis, et donc là c'est devenu une relation amoureuse stable, tout bêtement un peu comme limite Sabine, un peu une sorte d'équivalent dans les milieux fréquentés. Paul Rabineau, lui, c'était au Maroc, où là apparemment c'était une coucherie par des relations successives, et puis l'opportunité où le désir mutuel a existé. C'est aussi les homos dans un bouquin notamment collectif, enfin avec un certain nombre de trucs. Out in the Field, publié au milieu des années 90. Vous avez aussi un autre bouquin qui s'appelle Tabou, qui raconte des choses de cet ordre-là, et y compris d'ailleurs un viol que raconte une femme en situation de terrain. Les femmes, évidemment, les jeunes femmes, évidemment, sont séduisantes, sont draguées et subissent toutes sortes de choses que les mecs n'ont pas à subir. C'est une évidence manifeste que suffisamment de sociologues femmes, notamment américaines,
ont raconté. En ce qui me concerne, alors c'est comment dire que j'étais homo, bien évidemment, c'est un élément majeur de mon existence. Et dans les milieux tels que les nomades ou que le Front National que je fréquentais, on ne peut pas dire que c'était un élément fortement valorisant et à mettre en avant. Concernant, comment dire, alors le premier moment où je le raconte, c'est d'une demi-ligne, je dirais, d'un quart de ligne et en sous-entendu dans un texte sur les déconvenus, c'est-à-dire les ratages en gros, et comment finalement c'est relativement banal donc concernant mon enquête sur les milieux nomades. Mais il y a juste un petit endroit au début où j'évoque une attaque, un coup de nunchaku ou une attaque au nunchaku dans un jardin d'une ville du Sud, probablement par des jeunes gitans. Là, je zappe complètement, en réalité, la violence de la chose qui m'a suivi suffisamment longtemps, qui était qu'en réalité, j'étais sur un lieu de drague, c'était à Montpellier, et j'avais parlé, il faisait encore jour, avec un type qui m'a dit « mais fais gaffe, ici, tu as les jeunes gitans du coin qui viennent et qui cassent du PD, et il y a un type qui se trouve à l'hôpital pour des mois, complètement démoli à vie. » Et je me dis « ok, je vais faire gaffe, je me mets un peu à côté de la lumière, etc. » Et tout d'un coup, sans que je m'en sois aperçu, j'ai 3 jeunes mecs en face de moi, et un qui me dit « arrête-toi ou je te bute », j'ai encore l'accent dans sa tête. Et évidemment, j'ai un coup de départ très vite, j'ai un coup de nunchaku sur la tête, je ne tombe pas, sinon j'étais massacré. Voilà. Eh bien, ça, c'est quelque chose pendant, je dirais, des mois ensuite qui me réveillait la nuit et où j'imaginais les massacrer et me massacrer eux-mêmes avec eux. Et donc, c'est dire que quand j'ai rencontré les milieux nomades, ces images-là, et en particulier les jeunes types sur le terrain, je les avais à l'esprit. Je savais aussi, sur le terrain d'Angers, enfin, parce que je fréquentais les terrains, que sur les lieux de drague à Angers, par exemple, les éduques me le racontaient, une de leurs fiertés jeunes hommes, c'était d'aller casser du PD. Okay. Autrement dit, c'est des choses, voilà, je raconte ça brièvement, ok, 5 minutes, d'accord, qui sont présentes. Alors, je pourrais être plus précis ensuite sur d'autres aspects. Je pourrais évoquer les bidonnages que moi, je n'ai pas eu à faire, mais que des jeunes camarades actuels, à cause de raisons de DMP et de dépôt obligatoire des données, quelqu'un qui est en thèse m'a raconté avoir été obligé de faire, c'est-à-dire avoir été obligé de fabriquer un journal de terrain spécifique pour pouvoir le remettre dans le cadre d'une AMR, parce qu'elle ne voulait pas donner le sien tel quel, parce qu'il y avait des choses concernant ces enquêtés. Et quelqu'un d'autre qui a dû fabriquer, c'est tout récent tout ça, par rapport à des exigences qui venaient d'un chef de labo par rapport, comment dire, à des nécessités d'échantillonnage. Brièvement dit, il n'y a évidemment pas de solution toute faite. Et ce qui est important, c'est de pouvoir le raconter, non pas parce que ça fait de belles histoires, parce que c'est intriguant, etc., mais dans la mesure du possible, parce que, comment dire, ça a des conséquences sur le déroulement de l'enquête et ensuite sur l'analyse. Et c'est là comment dire, que ça prend un intérêt, du fait des évitements que ça va entraîner, des proximités, des affinités qui vont exister, mais aussi des points aveugles. Bien sûr, ça permet d'analyser les choses, etc. Je finirai ces 3 minutes sur quelque chose que je vais dire à toute allure, qui sont malgré tout quelques points qui font la différence, la qualité, la plus-value, disent des sociologues américains, dans les textes ethnographiques. Premièrement, c'est la possibilité, et je dirais plutôt la nécessité, ce qui n'est pas si spontané que ça, y compris pour les gens qui se disent ethnographes, d'être disponible à ce qui survient, à ce qui est inattendu, accepter d'être débordé, accepter les tâtonnements, les errements, les déstabilisations. Et là, je pense à un entretien avec Isabelle Bassanger récemment, publié dans Zilzal, et qui parle, elle, d'une vacuité participante, et qui dit qu'il faut bannir au départ les problématiques qui encadrent le regard. Quelqu'un a dit aujourd'hui une formule que j'ai trouvée très belle, c'est les vertus de l'inconfort, que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Eugène. Deuxième point, c'est s'affranchir, et ça, c'est un des trucs les plus compliqués, notamment pour des étudiants qui ont été formés avec les manuels et dans le cadre des cours de sociologie, à plus forte raison dans un certain nombre d'endroits, où ce qui est mis en avant, ce sont des théories, et souvent, et qui peuvent être assimilées à des doctrines ou à des blocs de vérité sur le monde, et en même temps à des formules toutes faites, à des taxonomies,
à base notamment de stratification sociale ou d'autres types qui existent dans nos milieux. Et si vous partez avec ça, au lieu d'observer, de décrire par le menu les choses, ça veut dire que déjà vous cadenassez votre regard. Et donc, ça veut dire que d'une certaine façon, déjà, vous court-circuitez et l'enquête et l'analyse. Troisième élément important, troisième point, oser la narration, oser le récit. Et plusieurs des camarades qui m'ont précédé, discutant en l'occurrence, que ce soit Sylvie juste avant ou Estelle avant encore, on fait comme remarque, mais ça manque de situations concrètes, vous ne racontez pas grand-chose, vous êtes sur des schémas. Eh bien oui, la base de notre boulot et de notre documentation qui a différentes valeurs, que je ne vais pas expliciter, sur lesquelles j'insiste beaucoup dans cet article paru dans Cambouis, c'est effectivement d'être dans le menu des choses qui permet de voir des choses différentes que ce que les taxonomies ou les schémas existants ou les théories existantes nous disent qu'il faudrait être apte à voir. C'est aussi ce qui fait, d'une certaine façon, preuve par rapport à ce que l'on prétend montrer de la réalité des choses. Ça y concourt en tout cas. Quatrième élément qui me paraît majeur, c'est la nécessité, je dirais, de l'originalité, de situer son travail par rapport aux versions existantes du même milieu, des mêmes phénomènes. Autrement dit, nos travaux n'ont pas d'intérêt s'ils sont la répétition des choses déjà dites 100 fois. Et là, évidemment, ça renvoie à des choses que John Knopfland, un des créateurs d'une grande revue américaine, qui est devenue le Journal of Contemporary Ethnography, disait, c'est si vous répétez 3-4 fois dans un article, enfin si c'est la même chose que 3-4 personnes ont déjà publié, on zappe ça n'a pas d'intérêt. Et c'est lui aussi qui disait d'ailleurs par rapport au truc que je disais juste avant, un bon article, un bon bouquin, c'est 3/4 de récit et c'est 1/4 au maximum de généralisation et d'analyse. Et enfin, dernier point, j'ai le sentiment que c'est peut-être un vœu pieux, qu'il faut être vieux pour aller faire ce genre de propos. L'audace ou la sagesse, pour reprendre une très belle formule de Milan Kundera dans L'art du roman, la sagesse de l'incertitude. C'est-à-dire, en fin de compte, se dire que tout ce qu'on avance et qu'on prétend être, entre guillemets, scientifique, formule qui me paraît souvent un peu présomptueuse, qui est souvent une sorte de prétexte pour s'asseoir sur une sorte de sécurité dans ce propre discours. Ce qui me paraît important, c'est évidemment une forme de modestie et d'incertitude par rapport à tout ce qu'on peut raconter. Et un élément qui me paraît majeur, que moi j'ai évidemment perçu, notamment bien sûr dans le lien à Martial, mais que ce que l'on écrit sur les personnes que l'on fréquente, que l'on va appeler nos enquêtés, si on se l'adresse à soi-même ou si on l'adresse aux personnes qui nous sont proches ou que l'on aime, très vite, je pense, on doit avoir un sentiment de dissociation extrême et se dire, mais bon sang, c'est quand même peut-être terriblement schématique, on sait très très peu de choses des gens, on les a peu fréquentés, on a eu des bribes de discours, on a des bribes d'observation, et à partir de là, on va être capable de dire ce que seraient les ressorts de leur existence, on va être capable de venir avec des choses qui vont s'apparenter à des formes de jugement concernant, et donc tout un ensemble de mots utilisés, que vous utilisez, certains d'entre vous, fortement, je ne vais pas utiliser ces formules, s'apparentent à des formes de jugement, même si c'est perçu parfois comme des catégories analytiques. Eh bien, imaginons que ça, on le reporte là, sur chacun de nous, et chacun de nous avec la complexité de son existence, et sur ceux ou celles quand même, avec la complexité de leurs existences. Et à ce moment-là, on verra comment, en fin de compte, c'est plus compliqué que ça. Voilà, désolé, j'ai été ultra rapide par rapport aux aspects que j'aurais aimé rendre plus concrets, mais c'est le jeu. Merci. Du coup, je propose de prendre encore 10-15 minutes de questions avec la salle, donc avec Daniel ici, qui resterait du coup à la table, pour y répondre, ou ça peut être aussi entre nous, discuter. Enfin voilà, c'est un peu plus libre, mais ça sort un peu des sessions. C'est avec l'ensemble de toutes les sessions qui sont découlées. On essaie d'avoir un peu cet échange-là, si jamais il y a des questions, évidemment. Sinon, on peut laisser aussi encore plus de temps à la parole de Bizel, donc comme vous voulez.
bien sûr, ce que j'ai pu raconter représente une certaine version du travail sociologique. Ça s'inscrit néanmoins dans toute une tradition et dans une tradition qui a quand même une centaine d'années avec un grand nombre d'enquêtes d'une solidité absolue, principalement américaine. Ce que je disais ce midi à quelques-uns de mes jeunes camarades qui étaient proches de moi, c'est qu'une partie des choses américaines traduites sont les choses souvent les plus, à part quelques-unes, les plus théorisantes et généralisantes, et donc qui ne sont pas obligatoirement des aides dans le travail auquel on pratique, on est confrontés les uns et les autres, et qui ne donnent pas obligatoirement une bonne vue sur ce qu'est réellement un travail et ce que sont réellement un travail et une écriture de type ethnographique. Donc ça, ouais, et donc ça veut dire aussi que c'est important, enfin, de pouvoir lire ces gens-là, de pouvoir donc aussi lire en anglais. Il y a aussi des gens en français qui ont fait des choses bien, mais en ce qui me concerne, ce qui m'a été fondateur et décisif, c'est ça. Et donc pour dire qu'en tout cas, on a quand même je considère que je n'aimais pas, et c'est là-dessus que moi mon travail s'est élaboré, en tout cas que j'ai compris comment ça avait un sens pour moi de travailler, un science, je dirais, en lien et en phase avec ce qui m'est propre, ce qui m'est personnel et ce qui m'est essentiel dans l'existence, évidemment aussi. Donc là, ça me fait aussi être totalement raccord et non pas dans une forme, comment dire, de double jeu ou d'hypocrisie, si on peut dire ça comme ça, avec les choses. Mais bien évidemment, d'autres collègues ont et auraient des vues tout à fait contraires à ce que je peux raconter pour des tas de bonnes raisons. Ça peut être des remarques sur les 2 journées, des questions. Revenir sur un propos qui a été tenu. Ouais. Non, juste revenir sur la question de l'usage du mot scientifique, produire des résultats qui ont une valeur scientifique. Bon, je pense que c'est déjà bon, un peu dans la plus pure tradition du métier de sociologue, c'est-à-dire se poser à côté ou différemment du sens commun et de la manière dont le sens pratique fonctionne et est en œuvre dans le monde social. Et la distance de l'analyse, bon, fait qu'on se situe à côté et qu'on produit un discours différent et qui est armé, on va dire, théoriquement. Mais je pense que les remarques que tu fais sont tout à fait nécessaires. Mais d'un autre côté, on va dire, l'ethnographie, quelle qu'elle soit, ou n'importe quelle autre méthode d'ailleurs des sciences sociales, ne peut pas s'accomplir indépendamment d'une boîte à outils théorique qui va permettre de rendre compte de… Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le risque, et ça j'entends complètement, c'est-à-dire de préfigurer, on va dire, de trop préfigurer le résultat de cette observation par une espèce de chape de plomb théorique, conceptuelle, qui nous empêcherait de voir le monde tel qu'il se livre à nous, parce que toute forme de concept et toute théorie, ce sont des lunettes théoriques qui s'interposent entre ce que l'on observe et la manière dont on pense ce que l'on observe. Et le danger, il est là. C'est-à-dire, c'est un peu la fameuse formule de Marx que rappelait Bourdieu, hein, confondre les choses de la logique avec la logique des choses. Pour autant, on est toujours confronté au risque, dans un travail ethnographique, de description factuelle du monde à partir d'un travail d'enquête. On est toujours en situation de risque de sombrer dans une herméneutique libre, dans un décodage des signes qui serait un peu de manière sauvage et qui manifesterait davantage ce qu'est l'enquêteur que ce que sont les enquêtés finalement. Donc, moi, je pense il est important de dire que la théorie, ce sont des outils. Et effectivement, je pense que les capacités que l'on a de faire varier les angles d'attaque, c'est Passeron qui disait ça, hein, c'est pour rendre compte d'une image, adéquatement d'une image sociale, d'un fait, il faut multiplier les angles d'attaque. Mais multiplier les angles d'attaque, c'est non seulement multiplier les occasions d'observation sur le terrain, mais c'est aussi d'avoir dans ses poches les outils qui nous, le tournevis, la pince coupante ou conceptuelle, qui va nous permettre de fournir on va dire une description, une analyse, une interprétation au moins satisfaisante pour soi de ce qu'on a observé, au point qu'on va considérer qu'elle est publiable et qu'elle est publicisable.
Hein. J'ai bien apprécié ce qu'on peut dire entre soi dans les réunions de travail, et ce qu'on ne peut pas dire, et ce qu'on dit publiquement de ces travaux et ces recherches. Voilà, c'était juste une remarque pour pas non plus trop autonomiser le terrain comme source unique de possibilité d'atteindre une vérité sur le monde social, qu'elle soit scientifique ou moins scientifique. Mais merci pour ton intervention, en tout cas, Daniel. Oui, ça va, vous m'entendez. Ouais, je vais répondre. Bon, évidemment, je fais le faux idiot. On pourrait dire peut-être un peu ça comme ça. Je pousse, pourrait-on dire, le bouchon un peu loin. En pratique, évidemment, enfin, je n'ai évidemment pas dit qu'il ne faut pas avoir intensément lu les philosophes, la littérature et les sociologues, et notamment les enquêtes de terrain. C'est ça, premièrement. Alors, deuxième chose, oui, l'idée, c'est marrant, c'est un de mes camarades très bourdieusien qui fait son HDR actuellement, qui me rappelait, je l'avais oublié ou je l'avais peut-être jamais connu, la formule de Bourdieu où il utilise la notion de pense-bête en ce qui concerne la théorie. Troisième élément, c'est que néanmoins, il y a quelque chose d'assez fondamental dans une divergence que j'ai malgré tout avec ce que tu dis et que moi j'ai observé dans plusieurs circonstances. Alors ça renvoie à un débat, par exemple, qu'on avait eu dans des journées d'études sur la preuve en ethnographie organisée par Emmanuel Pierru et donc auquel il m'avait proposé de participer, de co-organiser avec lui à Amiens, où en fin de compte, nos camarades, nos jeunes camarades notamment, étaient tous comment dire, disant mais il faut avoir une théorie, tu ne peux pas ne pas avoir eu une théorie, même si, comment dire, tu n'en as pas conscience quand tu observes, enquêtes, écris, etc. Et que ce soit Emmanuel ou moi, on disait mais non, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des séries de questions, des séries d'idées. Ça ne veut pas dire qu'on soit pas, comment dire, qu'on soit niais, qu'on soit neuneux sur le monde social. On a lu, on a milité. On a eu une existence sociale, évidemment, et tout ça, ça fait partie des choses. Autre élément que je rajouterais, moi, il serait qu'une partie importante, j'ai un parcours relativement bas de gamme, j'ai aussi enseigné dans le cadre de DEA ou de choses de ce genre-là, mais qui étaient avec des étudiants en premier cycle et notamment à l'IUT d'Angers. Et donc, j'avais des étudiants qui venaient tout bêtement après le bac. Bon, eh bien, je les envoyais enquêter, observer, prendre des notes de terrain. C'est quoi des notes? Et ils revenaient avec des notes et on analysait peu à peu. Et ils lisaient les ouvrages, les grandes enquêtes de sociologie qu'ils présentaient par groupe. Eh bien, les textes auxquels ils aboutissaient avaient tout à fait la rigueur, le degré d'analyse pour une partie d'entre eux sans avoir touché à aucun moment que ce soit à des choses qu'on appellerait des concepts ou des théories. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas avoir lu suffisamment et être suffisamment compétent sur tout ce qui a été écrit, y compris les choses les plus élaborées en matière, chez les sociologues. Voilà, je ne vais pas citer des noms. Bien sûr, ça fait partie des nécessités, mais ce n'est pas ça qui aide dans l'enquête même. Au contraire, ça fait figure plus fréquemment d'obstacles. Et là, et un autre exemple pour finir, qui me vient à l'esprit, qui m'avait sidéré, c'est dans le cadre du CSU, c'est un de mes collègues, d'un archimilitaire au mien probablement, et un étudiant en thèse avec lui me disait, écoute, moi ça fait 1 an que je suis en train de lire sur tel sujet, c'était chez les politistes là, et puis, en gros, état de l'art, comme on dit dans certains milieux, et donc il n'en finissait pas de lire. Je lui disais, attends, putain, pourquoi tu ne vas pas sur le terrain? Faut que tu rencontres les gens, faut que tu ailles. Bon. Et j'en avais parlé aux collègues en question qui m'avaient dit, oui, mais il faut d'abord qu'il ait lu. Moi, je n'ai jamais lu avant quand je suis allé chez les nomades. Le FN, je savais ce qu'était le FN quand même, je n'étais pas idiot, mais je n'avais pas lu. Juste un œil sur le Front National à découvert et puis rien de plus. Je ne voulais pas lire. Et donc, j'y vais nu. Alors, nu avec, évidemment, ce que je suis en tant qu'être humain qui a vécu dans certains endroits, qui a été confronté à certaines choses, qui a milité, etc., mais qui a fait philo, qui a lu de la littérature, évidemment, voilà. Donc, ce n'est pas complètement contradictoire et ça dépend ce qu'on est. Voilà, pour expliciter, ce n'est pas du tout l'affirmation qu'il faut y aller, comment dire, et donc être dans le plaisir d'une sorte d'anecdote qui n'en finirait pas. Au contraire, ce n'est pas ça non plus du tout. Et là, on a évidemment des exemples, mais qui sont mauvais chez certains anthropologues, et notamment français, qui ne sont pas les anthropologues américains.
ou d'autres anthropologues au demeurant, mais qui eux, sont proches ou des historiens ou des sociologues, selon les catégories. Oui, j'ai une question, je pense que c'est le pire moment pour la poser, mais je ne peux pas m'en empêcher parce que je vous écoute. Bon, déjà, j'ai écouté ces 2 grandes journées avec un énorme plaisir et merci beaucoup pour tout, que ce soit en termes d'intervention ou d'organisation. Et personnellement, moi, je me situe dans le champ des études urbaines. Alors, c'est là où on arrive dans le truc difficile et même la formulation va être compliquée. En fait, en vous écoutant dans cet échange, je me disais, mais ok, comment on fait? Est-ce qu'on peut faire sociologie sans être sociologue? Et là, ça renvoie à la question mais est-ce qu'on est vraiment sociologue de l'intervention que vous venez de faire? Voilà, est-ce qu'on même au bout de 40 ans, on peut se caractériser en tant que tel? Mais toujours est-il que dans une perspective transdisciplinaire, est-ce qu'on peut, sans corrompre, ou en tout cas passer à côté de la moitié des fondamentaux d'un objet qu'on a décidé de saisir, s'embarquer là-dedans? Et c'est pas j'attends pas une réponse binaire, c'est plus une mise en débat, de dire mais je me saisis d'un objet d'étude et je veux l'aborder dans une perspective transdisciplinaire en faisant appel à différents champs, mais je peux passer à côté de la moitié des choses dans cet objet-là, c'est-à-dire, pour reprendre la dernière session, les questions de genre, qui sont en fait fondamentales, mais de par ma position, ben, je l'oublie. Et là, pour le coup, il faut attendre le résultat et la mise en confrontation avec les pairs pour dire mais cher jeune homme, vous êtes passé à côté de la moitié de votre objet. Donc vous allez retourner sur le terrain, s'il vous plaît, et refaire une recherche de 3 ans du haut des 4 années qui viennent de s'écouler, par exemple. C'est pas mon cas, mais c'est une mise en exemple. Et voilà. Bon, bref, c'est très épineux. J'ai beaucoup de mal à formuler cette question, vous le voyez bien, et cette mise en débat. Mais voilà, c'est vraiment comment on construit un regard, comment on construit une boîte à outils, tout en se déconstruisant soi-même et en essayant de se positionner quand on n'est pas, de par sa direction de thèse, de par ses origines universitaires, sociales, etc. Bon, bref, dans un positionnement plus ou moins assez précis qui permet de saisir une boîte à outils préexistante. Et je trouve que c'est vraiment toute la complexité parce qu'on passe par le terrain, on passe par des mécanismes qui ont été abordés ces 2 derniers jours par l'ethnographie, des méthodes d'enquête et de plongée dans un objet. Mais il n'empêche que dans cette boîte à outils, peut y avoir des trous, peut y avoir des manques, des cases vides, et ça peut être très bien. Mais enfin, voilà, c'est une mise en question. Je suis désolé, c'est très vague et ouvert, mais enfin, voilà, j'avais vraiment envie de la poser et de mettre le doigt dessus. Ouais, si je peux répondre, enfin ça me cause, si je peux dire. Bon, déjà, tu parles des pairs, ça dépend qui sont les pairs, ça dépend avec qui on est maqué, inévitablement. Et donc, le destin pour chacun d'entre nous se joue avec des séries de hasards, d'avec qui on va se trouver en cours, dans quel endroit, avec qui on maîtrise, avec qui on thèse, etc. Voilà, ça supposerait de rentrer dans des choses excessivement précises et qui montrent comment les choses, par des séries de hasards, qui sont les hasards des biographies de tout le monde, se jouent aussi à ce niveau-là. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, et de sociologue, effectivement, ça a du sens à l'intérieur de quelque chose qui se trouve, comment dire, est défini par des emplois, par des rémunérations, par des revues, autrement dit, par tout un univers. Certes, les limites qui sont les limites que celles de son propre monde, dit des choses qui sont tout aussi intéressantes et parfois plus intéressantes que des sociologues, officiellement sociologues, sur des univers similaires, ont pu le dire. Je pense aux écrivains, par exemple, John Edgar Wideman, Suis-je le gardien de mon frère, qui raconte le destin de son frère, donc lui, écrivain noir, romancier noir connu, prof d'université aux États-Unis, dont le jeune frère se trouve en taule à vie pour avoir participé à un braquage avec mort d'homme. Et là, on a quelque chose avec une écriture d'écrivain et avec des séries de questions qui ont... Welcome to Zoom. And you were reading ID, followed by the pound sign again. C'est la musique de fin de générique, normalement. Ouais. Enfin, je prends cet exemple parce qu'il m'est cher pour des tas de raisons, mais je pourrais en prendre des tas d'autres. Autrement dit, le nom de la nouvelle prix Nobel
dont le nom m'échappe et que dont Yann Ernaux et de nombre de sociologues sont lecteurs. Elle est écrivaine, maintenant, ça côtoie terriblement, sans qu'elle utilise le langage compliqué des sociologues, ce qu'ont fait les uns et les autres. Enfin, et après, les frontières disciplinaires ne sont que des frontières de territoire avec des concurrences, y compris les sous-frontières et les sous-concurrences pour des budgets, pour des postes à l'intérieur, enfin, je veux dire, des différentes disciplines, des différents axes, des différents labos, etc. Enfin, voilà, il y a tous ces éléments-là, enfin, dont on a tous une certaine idée, qui interviennent et qui font que ça, c'est pas ça qui est primordial dans notre affrontement au monde et dans notre volonté d'essayer d'atteindre une certaine forme de vérité, et de vérité qui nous parle en tant qu'humains, et donc qui ne soit pas simplement de la pure objectivité, parce qu'à chaque fois, ça nous met en jeu et ça met en jeu les autres. Ce qui fait que c'est immensément compliqué. En ce sens, même si je n'utilise jamais ces mots, je suis très bourdieusien, mais je suis un bourdieusien qui ne pense pas que c'est nécessaire de réutiliser ces mots. Je connais les féministes et les post-coloniaux et les décoloniaux. Je ne sens pas nécessaire pour analyser les situations de ce genre-là de réutiliser les formules. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, le faire, avoir ça d'emblée, partir avec ça, dire j'étudie au prisme de, d'ailleurs c'est ce que dit Isabelle Passanger, quelqu'un vient me trouver en me disant écoute, voilà une belle étude, mais il faudrait que tu l'étudies au prisme de la domination, elle dit dans l'entretien avec elle. Moi, le prisme de la domination, alors qu'il attend, ouais, il y a certainement de la domination, d'abord c'est banal, il y a partout du domino et du dominé, une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit, quoi, ce qui est vrai. Et ensuite, je ne veux pas être embarqué sur un truc déjà blindé, en quelque sorte. Ce que je veux, c'est aborder avec toutes les faits de découverte et de surprise qui fait que je vais être apte à découvrir des choses que les autres n'auront pas vues, n'auront pas compris, ou pas de la même façon, ou pas avec le même degré de nuance que je veux pouvoir apporter. Eh bien, c'est typiquement ça. C'est aussi, j'ajoute, je pense à Penel qui a raconté, peut-être décrit dans un bouquin, la façon dont Becker faisait ses propres cours avec des étudiants. Eh bien, c'était des séances de travail où chacun venait avec ses notes et racontait. Et racontait comme ça directement autour d'un café, d'un verre, etc. Comme on le fait avec des potes. Et c'est là que le travail réel se faisait. Malheureusement, pour des tas de raisons, nous en sommes là. Donc c'est cette idée-là dont j'admets bien que je suis, comment dire, le représentant ou un des représentants d'une espèce en voie de disparition. Mais non, pas du tout, parce qu'en fin de compte, en fait, c'est aussi ça, c'est le degré d'admiration que j'ai pour vos travaux, avec toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, qui n'existaient pas pareillement, bon, c'est qu'un avenir existe, et pas obligatoirement avec un poste de sociologue. Il y a tout un tas de façons de transposer ça. Enfin, voilà, c'est aussi des choses que je dis avec des collègues. Moi, c'est tardivement que j'ai eu un poste et j'aurais pu ne jamais en avoir. Mais j'ai fait d'autres choses, j'aurais fait d'autres choses. Enfin, bref, la vie ne s'arrête pas. Il ne se conclut pas comme ça, et ni en ayant une conviction par rapport, une forme de vérité sur le monde social, sur ce qu'est un être humain, quoi. Parce que les enjeux, pour moi, sont là, ils sont de type humaniste et critique, en fait. Je sais pas si, ça répond pas nécessairement, mais... Alors, ça tombe bien, parce que du coup, si les échanges avaient été poursuivis, on peut, du coup, dans ce pot de clôture juste après. Mais je vous propose de finir sur ce mot de la fin. Donc déjà, merci à Daniel de conclure ces 2 journées d'études. Et juste au nom de tout le comité, avant que tout le monde se lève, je voulais vraiment remercier tous les communicants qui nous ont réussi à nous partager un peu la richesse de leur objet, de leur développement biographique, de leur parcours d'enquête, de leur honnêteté. Et c'est vraiment pas facile, surtout avec la thématique de l'engagement, du parcours, alors que nos travaux sont encore en cours. Nous voulons remercier aussi toutes les discutantes et tous les discutants pour leurs interventions de grande qualité, avec un grand travail qui a été fourni en amont. Merci au laboratoire du sens d'avoir organisé, de nous avoir aidé en fait, à organiser ces journées, d'avoir financé ces journées, pour leurs encouragements également, surtout aux gestionnaires de laboratoire, Karine et Dylan. Merci évidemment aussi aux doctorantes et aux doctorants qui ont aidé aussi à ces journées de manière concrète dans l'organisation et de manière théorique par leurs échanges en tout genre. Un grand merci évidemment aux techniciens, donc Benjamin Meur et Thibaut également, qui a géré avec lui
dimension tout le long des 2 journées. Merci évidemment à toutes les présentes et tous les présents qui montrent que ça a un vrai écho, en fait, ces thématiques-là. Donc merci à tout le monde. Et là, c'est un remerciement très personnel à l'ensemble du comité d'organisation, puisque j'ai eu ce midi une discussion à table qui montrait qu'en fait tous les labos n'étaient pas forcément capables à l'heure actuelle, après le Covid, en fait, de réorganiser ce type d'événement. Et du coup, c'était vraiment super d'organiser ça toutes et tous ensemble. Donc merci. Et je voulais remercier enfin les agents d'entretien, en fait, parce que juste après, donc faire gaffe en fait juste au ménage là, juste après. Essayons de tous et toutes laisser la salle propre juste après. Merci à vous.